que fonctionnent les études de sciences politiques en France, comment est-ce qu'on entre dans ce système de formation, quels sont les débouchés. Et on a la chance ce soir d'avoir un beau panel d'intervenants. Donc, on a Marion Charpenel qui représente la prépa de sciences politiques de Rouen et qui vous fera d'abord un mot introductif. Ensuite, on a Monsieur Fabien de Velt de Sciences Po Paris, Monsieur Fabien Terpan de Sciences Po Grenoble UGA et Monsieur Sylvain Antichamp de l'Université de Rouen. Et enfin, on a deux alumni, dont une étudiante, Manon Pituello, qui étudie en ce moment à Sciences Po Paris, et Michel Bartels qui nous rejoindra en cours de webinaire. Donc, Marion, je vous laisse la parole et bon webinaire à tous. Bonjour, merci à tous et toutes. Déjà, je suis ravie donc d'être avec vous aujourd'hui pour présenter un petit peu les études en sciences politiques. Donc, moi, je suis maîtresse de conférences en sociologie et en sciences politiques à l'Université de Rouen. Et je coordonne des classes prépa IEP dont je parlerai dans un second temps. Je vais d'abord vous présenter un peu les études en sciences politiques en France très rapidement, puisque mes collègues ici pourront compléter, bien sûr. Alors d'abord, vous dire que pour faire de la science politique en France, il y a principalement deux voies. Qui sont l'université et les IEP, ce qu'on appelle les instituts d'études politiques, ou qu'on appelle aussi communément les Sciences Po. Je vais commencer par présenter l'université. Il y a à peu près une quinzaine d'universités qui assurent en France, dès la licence, une formation en sciences politiques. Alors parfois, donc, des universités qui proposent un parcours licence complet, donc c'est-à-dire L1, L2, L3, et puis éventuellement ensuite des masters. Et également aussi parfois certaines universités qui proposent des licences qui commencent à partir de la L3 et qu'on peut intégrer après avoir fait des sciences humaines et sociales en L1 et L2 et qui permettent ensuite d'accéder à des masters de sciences politiques voilà, après la L3. Il existe aussi des doubles licences, donc c'est-à-dire des formations qui vous permettent d'avoir à la fois une licence de sciences politiques et une licence d'histoire, par exemple, ou alors une licence de sciences politiques et une licence de droit, ou encore une licence de sciences politiques et une licence de sciences économiques. Enfin voilà, il existe plusieurs formations comme ça de double licence qui sont des formations sélectives et qui permettent de valider deux diplômes de licence dans deux disciplines différentes. Donc ça, c'est pour l'université. Je présente rapidement puisque je crois qu'ensuite Sylvain Antichamp donnera davantage de détails. Sinon, donc, il existe les instituts d'études politiques, dits Sciences Po. Alors, d'abord, probablement la plus connue, donc Sciences Po Paris, qui possède donc 7 campus en région, avec des mineurs géographiques, c'est-à-dire que chaque campus offre une forme de spécialisation, c'est-à-dire que, bon, à titre d'exemple, le campus de Dijon offre une spécialisation européenne avec le focus sur l'Europe centrale et orientale, le campus de Havre, une spécialisation sur l'Asie et le Pacifique, etc. Mais là encore, je pense que mon collègue vous présentera ça plus en détail. Ensuite, alors, en fait, je les ai classés par modalité de voie d'accès et c'est pour ça que je voulais ensuite évoquer l'IEP de Grenoble et l'IEP de Bordeaux, puisque donc l'IEP de Paris, l'IEP de Grenoble et l'IEP de Bordeaux, vous pouvez y accéder via un concours qui est un concours sur dossier et qui comprend généralement également un oral. Donc voilà, mes collègues préciseront ça, j'imagine, dans leur présentation. Mais voilà, c'est à peu près la même modalité d'accès pour ces 3 IEP. Et puis, il reste ensuite 7 IEP de région qui, eux, ont décidé de se réunir dans un concours commun, c'est-à-dire qu'en fait, vous passez un seul et même concours qui vous permet d'intégrer soit l'IEP d'Aix-en-Provence, soit l'IEP de Lille, soit l'IEP de Lyon, de Rennes, de Saint-Germain-en-Laye, de Strasbourg ou de Toulouse. Alors, quelle différence il existe entre l'université et les IEP ? La principale différence, c'est que l'entrée dans les IEP se fait suite à un concours, ce qui n'est pas le cas de l'entrée dans les universités. Même si, en fait, il faut quand même avoir à l'idée qu'il y a une très, très forte demande pour
les licences de sciences politiques aujourd'hui, notamment parce que la spécialité HGGSP au lycée eh bien, a permis à un certain nombre de lycéens et lycéennes de découvrir la science politique et d'apprécier la science politique. Donc, les licences de sciences politiques sont très demandées. Et donc, même s'il n'y a pas de concours, ça reste des filières en tension et donc sélectives également. Donc voilà, la différence aussi, si je puis dire, entre la licence de sciences politiques et les sciences politiques et les formations en études politiques de type IEP, c'est le fait que quand vous êtes dans une licence de sciences politiques, vous faites principalement de la science politique. Alors, vous avez quelques enseignements de sociologie, quelques enseignements de philosophie ou d'histoire qui peuvent ponctuellement venir compléter la formation en sciences politiques, mais le cœur de la formation, c'est la science politique. Alors que quand vous faites un IEP, vous pouvez finalement choisir d'investir une autre discipline plus fortement. C'est-à-dire que certains étudiants, par exemple, dans un IEP, pourront faire énormément de droit et peu de sciences politiques, ou par exemple, énormément d'économie ou de finance et peu de sciences politiques. Enfin, voilà, disons qu'il y a une possibilité de moduler davantage son parcours et de se centrer peut-être sur d'autres disciplines que la science politique, ce qui n'est pas le cas quand on fait une licence de sciences politiques. Voilà. Après, sinon, les approches en termes de méthode de travail, d'exigence et de type d'enseignement sont sensiblement les mêmes et conduisent à même type d'ouverture intellectuelle, si je puis dire. Alors, les prérequis et les objectifs de ces formations en sciences politiques, je pense que voilà, pour s'épanouir dans une formation en sciences politiques, il faut être curieux intellectuellement et en particulier avoir une curiosité pour les sciences humaines et sociales. Je pense qu'il faut aussi avoir un intérêt pour l'actualité française et internationale, c'est-à-dire avoir un goût pour l'information. Je pense que également une certaine aisance rédactionnelle et des qualités d'expression orale facilitent le parcours en sciences politiques, même si c'est aussi des choses qui peuvent s'acquérir au cours de ces formations, hein, bien sûr. Et puis aussi avoir un certain goût pour la lecture parce que voilà, les apprentissages passent aussi beaucoup par des lectures de textes scientifiques, de textes d'actualité, etc. Enfin, voilà, il faut quand même être quelqu'un qui aime lire. Pour les spécialités des lycées, les spécialités dans les lycées qui sont les plus adéquates, on a coutume de dire que la spécialité SES, la spécialité HGGSP ou encore la spécialité littérature et philosophie sont particulièrement appréciées, mais aucune spécialité me semble être rédhibitoire ni obligatoire pour rentrer dans les IEP et dans les universités. Les objectifs de ces formations en sciences politiques, c'est vous permettre d'acquérir des capacités de raisonnement et d'analyse pour comprendre les enjeux du monde contemporain. Donc, c'est assez vaste, mais disons que ces formations ont vocation à vous donner les outils théoriques et méthodologiques à l'analyse du monde qui vous entoure. Les débouchés, alors ils sont extrêmement variés et puis je pense que chaque formation ici représentée pourra préciser les choses parce que suivant les masters aussi qui sont proposés dans les établissements, il peut y avoir des domaines de spécialité différents. Mais il faut savoir qu'après des études en sciences politiques, on peut s'orienter, on peut s'insérer à la fois dans le secteur privé, à la fois dans le secteur public et dans le secteur associatif. C'est vrai traditionnellement, on associe plutôt la science politique au monde du public, mais finalement, beaucoup d'étudiants s'insèrent également dans le champ privé ou dans le secteur associatif. Différents types de métiers peuvent être accessibles après des études en sciences politiques, donc tous les métiers du champ politique, bien sûr, alors collaborateurs, collaboratrices d'élus, directeurs, directrices de cabinet, conseillers politiques, conseillers en stratégie, sondeurs, voilà, tous ces gens qui façonnent le monde politique. Les métiers de l'administration et de l'action publique, donc par exemple des attachés, les administrateurs, les chargés de mission, les chefs de projet, que ce soit dans la fonction publique locale ou étatique.
Les métiers de la communication et du journalisme, journaliste, chargé de communication, conseiller en communication. Les métiers de l'humanitaire et de l'associatif, là aussi, chef de projet, chargé de développement, les personnes qui font l'ingénierie sociale, etc. Les métiers du conseil, bien sûr, alors soit des conseils en stratégie, soit de l'audit, soit du conseil en communication, enfin tous les métiers qui ont trait au conseil sont également ouverts après des études de sciences politiques. Et puis, bien sûr, aussi les métiers de la recherche et de l'enseignement pour celles et ceux qui voudraient continuer dans la voie de la recherche ou de l'enseignement. Voilà un peu le mot introductif que j'avais prévu. Je pense qu'ensuite, chacun et chacune pourront compléter cette présentation en évoquant leur propre formation. Je vais rapidement présenter la formation du coup que je coordonne. Alors, il s'agit d'une formation qui s'appelle licence 1 de sociologie mineure prépa IEP, qui est en fait une formation de l'Université de Rouen, mais qui est en partenariat avec deux lycées à Rouen, le lycée Camille Saint-Saëns et le lycée Val-de-Seine. Cette formation, elle a vocation à préparer au concours des IEP de région, principalement. Donc, c'est une formation en un an et pendant laquelle les étudiants préparent soit le concours commun qui permet d'entrer dans les 7 IEP, soit préparent également le concours d'entrée à l'IEP de Grenoble ou celui de Bordeaux. Donc, les étudiants non seulement préparent le concours des IEP, mais ils suivent en parallèle aussi un enseignement disciplinaire solide en sociologie et en sciences politiques, ce qui fait que s'ils n'ont pas le concours à la fin de l'année, il est possible d'intégrer soit une L2 de sociologie, soit une L2 d'histoire, soit une L2 de sciences politiques. Donc voilà, ce n'est pas une année de perdue si le concours n'est pas réussi, puisqu'il y a cette possibilité de continuer en L2 dans ces 3 disciplines possibles. Je ne vais pas présenter en détail le concours commun des IEP, puisqu'on pourra éventuellement y revenir s'il y a des questions. Je ne veux pas prendre trop de temps. Simplement, voilà, c'est un concours qui est construit autour de 3 grandes épreuves, questions contemporaines, histoire et langue vivante, qui sont donc des disciplines importantes pour rentrer dans les IEP. On prépare aussi au concours d'entrée en 2e année, mais bon, là aussi, je vais essayer de passer vite parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Simplement vous dire donc que si la prépa vous intéresse, donc bien avoir à l'esprit que c'est une formation en un an, que c'était une formation qui rassemble 72 étudiants et étudiantes, que ces 72 étudiants sont répartis en 2 classes de 36, chaque classe étant attribuée à un lycée. Et donc, les étudiants suivent des cours 2 jours par semaine en lycée et 3 jours par semaine à l'université, ce qui permet d'avoir une forme de transition douce entre le secondaire et le supérieur, puisque voilà, vous vous familiarisez à la fois au fonctionnement d'une université et de l'enseignement supérieur, tout en ayant aussi un pied dans le lycée, un groupe classe de 36 étudiants assez enveloppant avec des enseignants qui vous connaissent. En plus des cours, vous avez des concours blancs, des devoirs surveillés tous les samedis matins. Donc voilà, c'est une classe préparatoire avec un volume de travail assez intensif pendant un an, 30 heures de cours et beaucoup de travail personnel également à côté. Donc voilà, quelque chose qui fait que même si vous ne réussissez pas le concours, ensuite, vous aurez acquis des méthodes, des savoirs, des connaissances qui vous permettront de réaliser ensuite un parcours plutôt agréable dans la suite de vos études. Je vais pas insister sur la structuration des enseignements, mais simplement vous dire donc que après ces prépas, vous pouvez soit entrer en IEP en première ou en 2e année, soit en L2 donc de sociologie, de sciences politiques ou d'histoire, soit éventuellement candidater à d'autres licences et notamment des bilicences. Pour notre prépa, je vous ai mis là les résultats au concours ces dernières années. Donc, ils sont entre 31%. Donc, 31%, c'était l'année où il n'y a pas eu de concours, puisque ça a été annulé pour cause de Covid. Donc, les étudiants avaient été choisis simplement sur la base de leur notes de lycée. Mais le reste du temps, voilà, on est entre 31 et 77% d'admis. À l'issue de cette classe prépa, ce qui permet d'espérer aux étudiants une réussite au concours.
Et donc, pour finir, comment rentrer dans la formation? Donc, c'est un seul vœu sur Parcoursup, puisque même s'il y a 2 lycées différents, voilà, c'est une seule formation de l'université. Et puis, pour rentrer dans la prépa, voilà, nous on a mis l'accent sur les notes du baccalauréat, notamment parce qu'en fait, le contrôle continu enfin, donc sur les épreuves finales du baccalauréat, pardon, parce que le contrôle continu venait un peu fausser les classements quand voilà, on sélectionnait uniquement sur les notes de contrôle continu. Mais voilà, de manière générale, en fait, on a essayé de valoriser les spécialités qui témoignent d'un intérêt pour les sciences humaines et sociales et puis qui nous assurent des compétences rédactionnelles correctes voilà, pour envisager cette formation. Donc, j'ai mis mes coordonnées voilà, en fin de présentation si des personnes sont intéressées et souhaitent m'écrire pour me poser des questions plus précises en dehors de ce webinaire, mais bien sûr, je pourrais aussi répondre aux questions à la fin de ces présentations. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup Marion pour toutes ces explications dans un temps très, très condensé. Donc, pour toutes les explications sur le fonctionnement des études, sur les qualités et motivations qui sont attendues dans ce domaine, et puis sur le fonctionnement de votre prépa aussi. Et donc, sans plus tarder, on va passer à la suite avec Monsieur Welt, qui va vous parler de Sciences Po Paris. Donc, je vous laisse la parole. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Donc, je vais partager mon écran avec vous et vous présenter un peu ce qu'on fait à Sciences Po Paris. Donc, tout d'abord, une introduction générale. On est une grande école, mais à l'étranger, on dirait simplement une université qui est spécialisée sur les sciences sociales et humaines en général et les sciences politiques en particulier. Ici, je vous ai mis quelques chiffres. On n'est pas obligé de les regarder en détail, mais on a été très fiers parce qu'on a été classé 3e université mondiale en sciences politiques et relations internationales l'année dernière. Et un autre chiffre très intéressant, c'est en bas à droite. Vous verrez qu'il y a chez nous 50% d'étudiants français et les autres 50% viennent de partout dans le monde, de plus de 150 nationalités. Je vais d'abord vous présenter un peu ce qu'on fait au niveau du bachelor, puis au niveau du master, puis comment on fait pour rentrer et les débouchés après. Donc d'abord, le bachelor, chez nous, comme Madame Charpenel l'a déjà dit, la formation est très vaste, très large et pluridisciplinaire. En fait, chez nous, on enseignait 6 disciplines différentes qui sont le droit, l'économie, l'histoire, la science politique, la sociologie et les humanités politiques. Donc ça veut dire notamment la philosophie, mais aussi les lettres et les langues étrangères. On fait un peu de tout ça pendant la première année, des cours d'introduction de toutes ces 6 disciplines. En deuxième année, on commence tout doucement à se spécialiser en choisissant une de 3 majeurs, mais les majeurs restent pluridisciplinaires. Et on continue aussi à avoir des cours dans d'autres matières, mais on commence tout doucement à se spécialiser. Donc la première majeure s'appelle économie et société, la deuxième humanité politique et la troisième politique et gouvernement. Et on est à Sciences Po Paris, mais on est aussi présent presque partout en France. On a 7 campus différents et la structure du programme est la même partout. Les disciplines enseignées sont les mêmes partout. Les enseignants souvent sont les mêmes aussi. Ils se déplacent entre les différents campus. Mais ce qui change d'un campus à l'autre, c'est la spécialisation régionale. Et donc, comme Madame Charpenel l'a déjà rapidement mentionné, chaque campus est spécialisé sur une région du monde. Donc, par exemple, à Nancy, c'est la mineure Union européenne et partenariat franco-allemand. À Dijon, c'est Union européenne, mais Europe centrale et orientale, etc. Et ce qui change aussi d'un campus à l'autre, c'est la politique linguistique. Donc, de manière générale, nous avons 2 langues d'enseignement qui sont le français et l'anglais.
Mais il y a 3 campus où on peut tout faire en anglais, sans parler français, qui sont les campus du Havre, de Reims et de Menton. Et puis à Poitiers, où nous sommes spécialisés sur l'Amérique latine et les Caraïbes, on a quelques cours aussi en espagnol. Et à Nancy, on a quelques cours aussi en allemand. Et donc là, je vous ai parlé de 2 premières années. Donc première année très généraliste, deuxième année aussi assez généraliste. Mais en tout cas, les 2 années sont en France. Mais en troisième année, on quitte la France et on passe une année entière chez une université partenaire. Et comme vous voyez ici, on est présent presque partout, presque dans tous les pays qui sont sûrs et où il y a une université pas trop mauvaise. Donc, on a presque 500 universités partenaires. Donc, vous pouvez voir quelques-unes des plus prestigieuses ici. Et donc, on obtient le bachelor en 3 années, sauf si ce n'est pas assez, si on ne se contente pas d'une année à l'étranger, mais si on veut passer 2 années à l'étranger, nous proposons aussi 9 doubles diplômes de bachelor internationaux. Ici, l'idée, c'est qu'on passe 2 années à Sciences Po, les mêmes 2 premières années que les autres élèves de Sciences Po, et puis en 3e et 4e année, on passe un séjour dans une de ces 9 universités partenaires que vous pouvez voir ici, comme par exemple University College London ou Freie Universität à Berlin. Et à la fin de ces 4 années, on obtient non seulement le bachelor de Sciences Po, mais aussi le bachelor de l'université partenaire. Voilà donc pour le bachelor. Et ensuite, on propose aussi des masters. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque master parce qu'il y en a une trentaine et on n'a pas suffisamment de temps, mais vous pouvez ensuite évidemment poser des questions si vous avez des questions spécifiques sur des masters, mais je vais vous donner quelques informations générales. Donc tout d'abord, tous nos masters sont en 2 ans et tous les masters sont au campus de Paris. Donc il y a, au niveau de bachelor, il y a 7 campus, mais au niveau du master, tout est à Paris. Et ensuite, si on a vu que le bachelor est assez généraliste, en revanche, les masters sont très spécialisés. Par exemple, on ne propose pas de master en sciences politiques, mais par exemple en affaires européennes, en affaires publiques, en sécurité internationale, en développement international, etc. Donc les masters sont beaucoup plus spécialisés. La majorité des masters est enseignée en anglais, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont en français. Et il y a aussi souvent des cours électifs en français, même au sein des masters qui sont principalement en anglais. Et une autre spécialité de nos masters, c'est qu'ils sont très professionnalisants. Donc, beaucoup de nos enseignants ne sont pas des professeurs d'université, mais des praticiens, donc des diplomates par exemple, ou des avocats, ou des hommes ou des femmes politiques qui viennent à Sciences Po pour 2 heures ou 4 heures par semaine enseigner un cours. Mais à côté, il y a évidemment aussi des professeurs. Et sachez aussi que si on fait son bachelor à Sciences Po, on est aussi automatiquement admis en master. On ne doit pas faire toute la procédure d'admission 2 fois. Voilà donc pour nos formations. Alors maintenant, comment on fait pour intégrer Sciences Po? Ici, je vous ai mis un graphique sur la voie d'admission au niveau du bachelor. Ici, on va regarder 4 critères. On va regarder d'abord les notes obtenues au bac ou à son équivalent étranger. Ensuite, on va regarder la performance académique. Ça veut dire les notes des 3 dernières années de lycée, mais aussi des lettres de recommandation de profs. Et aussi s'il y a du progrès entre la seconde et la terminale ou des évaluations qualitatives d'enseignants si ça existe, des classements au sein de la classe si ça existe dans votre système, dans votre école. Donc tout ce qui est performance académique.
Ensuite, on va demander des exercices écrits, dont une partie est sur la motivation. Pourquoi vous postulez à Sciences Po? Pourquoi vous voulez étudier les sciences sociales humaines? Et un essai sur une thématique culturelle, sociale, politique ou même personnelle. Et si tout ça, ces 3 premiers critères sont évalués de manière positive, ensuite on est aussi invité à un oral qui a lieu en ligne, donc pas besoin de se déplacer. Mais là, on va tester encore une fois la motivation des candidats, mais aussi l'expression orale et les capacités de réflexion. Donc ça, c'est pour le bachelor. Mais au niveau de master, c'est très similaire, sauf qu'en règle générale, il n'y a pas d'entretien. Donc, on va regarder les notes, cette fois-ci, pas du lycée, mais du bachelor. Puis, on va regarder la motivation et on va aussi regarder un peu ce que les étudiants ont fait à côté, à l'extérieur de l'université. Donc, l'engagement civique, par exemple, les stages, les activités sportives et culturelles, tout ça. Et pour finir rapidement, pour laisser du temps aussi aux autres et aux questions à la fin, que font nos diplômés? C'est très difficile d'y répondre parce qu'ils font à peu près tout et n'importe quoi. On a beaucoup d'élèves qui sont dans le secteur public, qui travaillent dans les ministères, qui sont diplomates par exemple, mais aussi beaucoup d'autres métiers passionnants dans le secteur public, dans l'administration locale et régionale aussi. Puis il y en a qui travaillent dans le conseil, donc ça veut dire conseil aux entreprises, mais aussi conseil politique, conseil de communication, etc. On a les étudiants qui travaillent dans les organisations internationales, mais aussi dans le secteur privé, dans les banques, la finance, etc. Puis dans des associations, éducation, recherche, etc. Donc en gros, on peut faire à peu près tout après avoir fait Sciences Po. Et pour vous présenter aussi quelques-uns de nos alumni phares dont on est les plus fiers. Il y a actuellement 3 chefs d'État ou de gouvernement qui sont passés par Sciences Po Paris. Le président de la République française, Emmanuel Macron, mais aussi la présidente de la Géorgie et le premier ministre de la Norvège. Mais on a aussi eu beaucoup de grands diplomates, des leaders économiques, et aussi des académiques, des journalistes et des artistes. Voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps et je laisse la parole aux autres. Merci Fabienne pour toutes ces explications. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Fabien Terpan, donc, qui représente Sciences Po Grenoble UGA et qui va faire une partie de sa présentation en anglais, si je me trompe pas, puisque les sciences politiques, c'est aussi de l'international, c'est aussi de l'anglais, et donc un cursus qui est proposé par Grenoble. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez correctement. Merci de m'accueillir dans ce webinaire. Donc, je vais présenter Sciences Po Grenoble UGA, puisque nous sommes une composante de l'Université de Grenoble-Alpes, donc UGA pour Université de Grenoble-Alpes. Tout d'abord, quelques mots peut-être de la localisation de l'université. Donc, Sciences Po Grenoble est un établissement qui est situé dans une université qui est localisée dans un magnifique campus entouré de montagnes. Donc, la ville de Grenoble, c'est une ville de taille moyenne qui est assez dynamique et très internationale. C'est un environnement je dirais tout à fait favorable. Et l'université de Grenoble est aussi une université qui est une université performante dans les classements internationaux. Sciences Po Grenoble, au sein de cette université, donc, est un établissement qui est, comme cela a été dit, l'un des
l'un des Sciences Po de France, qui n'a pas donc choisi d'être dans un concours commun, mais qui a son propre concours. Donc nous sommes dans une université, mais en même temps, nous sommes aussi ce que l'on appelle une grande école, hein. En France, on a cette distinction entre l'université et les grandes écoles. Même si, bon, à Sciences Po Grenoble, donc on est vraiment un peu dans les deux mondes, hein. On est vraiment dans l'université, on a aussi le statut de grande école. Donc c'est un établissement, Sciences Po Grenoble, qui est fortement internationalisé, pardon, et qui, avant que je vous présente les programmes, est une institution très vivante, avec une vie étudiante très développée. J'ai là juste une petite slide en passant qui vous présente les différentes associations qui peuvent accueillir nos étudiants à Sciences Po Grenoble. Elles sont très actives et elles donnent, je crois, à la vie étudiante de Sciences Po Grenoble un aspect à la fois très intégrateur pour les étudiants qui nous rejoignent et aussi une expérience de vie tout à fait intéressante. Alors maintenant, si l'on se focalise un peu plus sur les programmes, nous avons maintenant deux voies principales, deux programmes principaux, l'un en français, l'autre en anglais. Donc notre programme général est enseigné en français et notre programme focalisé sur les questions relevant de Politics and International Studies est cette fois réservé à un public qui souhaite suivre une formation totalement en anglais, mais je vous indiquerai plus précisément tout à l'heure quels sont les critères que nous retenons pour cette seconde formation. Donc, ces deux programmes sont au niveau bachelor, donc les 3 premières années, et elles mènent à nos 16 programmes de master, qui sont tous des programmes en 2 ans par la suite. Alors, voie d'entrée numéro 1 et premier programme, le programme général enseigné en français, qui est en 3 ans, avec une première année plus généraliste sur les questions, sur l'ensemble des disciplines des sciences sociales qui sont représentées chez nous, hein, qui sont la science politique, le droit, l'économie, l'histoire, la sociologie et la gestion. La deuxième année chez nous se fait à l'étranger, dans une de nos universités partenaires. Et ensuite, en troisième année, on a une première forme de spécialisation, puisqu'on doit choisir entre 4 domaines d'études, management, politics, society, public action, donc 4 domaines d'études qui commencent à vous donner une sorte de première forme de spécialisation, mais progressive, disons. Évidemment, pour entrer dans ce programme-là, il faut parler couramment français et on entre via Parcoursup, donc par une candidature qui se fait via Parcoursup. Et donc, le concours est un concours spécifique de Sciences Po Grenoble qui va se faire sur dossier dans un premier temps. La première étape de la sélection est sur dossier et les personnes sélectionnées sur dossier sont ensuite retenues pour un entretien qui est basé sur une série de documents qui a été distribuée à l'avance, qui est d'ores et déjà disponible. Cette année, la thématique de ces documents est la démocratie, et ces documents servent de base aux entretiens. Donc, il suffit voilà, de travailler sur ces documents pour passer l'entretien, et l'entretien portera sur les documents et bien entendu aussi sur la motivation des candidats, leur parcours, etc. À l'issue de ces 3 années, donc, on peut intégrer l'un des 16 masters de Sciences Po Grenoble, comme je le disais précédemment. Alors, la deuxième voie est une voie enseignée en anglais, donc je peut-être I switch to English to present this second path. For those who don't want or cannot join a French-speaking program, we offer another possibility with this second pathway focusing on politics and international studies.
So if you join us through this pathway, you will follow courses taught in English while learning French. And if you are already fluent in French, then you replace the French courses with other courses, of course. During the second year of the program, you will study abroad in one of our partner institutions, and then you come back to Grenoble for the third year of a bachelor. This undergraduate program leads to one of our 16 master programs in English or in French. This slide shows that you may have a large range of career opportunities depending on the specialization you will choose, in particular at master level. Our masters are specialized, career-oriented masters with an interactive pedagogy based on learning by doing, with lots of different exercises, such as simulation exercises, and a lot of practitioners bringing added value to the curriculum. Who can apply for this program taught in English? So you need to graduate from high school outside the French education system, and you cannot have the French nationality. So this is something that is really reserved for international students, and French students would rather choose the program taught in French. You need to reach a certain level in English and to make it certified officially. And we have a two-stage admission process, with first a selection based on a CV and a cover letter, and also a 1,000-word essay written in English. And during the second stage, you will be interviewed by a panel of professors. The interview is done online in English, and you may talk about the essay you presented for the application, but also your background, your personal goals, and so on and so forth. On this slide, you have a number of email addresses and web pages where you can find further information. I also have a 3-minute presentation. I don't know, Olivier Blanchet, if you allow me to show this presentation. It's a 3-minute presentation if you think we have enough time to do so. 3 minutes might be a bit long. Okay, so maybe you can send it to the student who asked for it. Okay. Feel free to contact. Donc, j'arrête mon partage et je m'arrête là. Je suis ouvert à toutes les questions qui se présentent, évidemment. Et puis, j'enverrai la présentation PowerPoint, et ceux qui voudront avoir connaissance de la vidéo pourront le faire depuis leur domicile. Merci beaucoup. Okay, so thank you very much, Fabien. And now I will let Sylvain Antichamp speak. He will be the spokesperson for the universities. Parce que comme vous le savez très bien, on connaît les formations Sciences Po Paris, Sciences Po à Grenoble, comme on vient de présenter à l'instant. Mais les universités proposent aussi de très bons enseignements en sciences politiques. Et donc, je vais laisser Monsieur Antichamp parler. Voilà, the floor is yours. Je crois que votre micro n'est pas activé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Parfait. Et est-ce que le partage d'écran fonctionne?
Alors, oui, mais vous apparaissez devant le PowerPoint. Ah bon, bah, on fera avec. Voilà, C'est technologie. l'expérimentation. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Comme disait Marion Charpenel en début de ce webinaire, elle disait donc pour suivre une formation en sciences politiques en France, il y a deux possibilités, les IEP dont on vient de parler, et il y a également les universités. Et donc moi, là, dans les 5 minutes qui viennent, je vais vous présenter un peu les universités. Donc tout d'abord, j'espère que ça apparaît bien, il y a à peu près 15 universités en France qui proposent des licences de sciences politiques, puisque je vais principalement parler des licences à ce moment-là. Vous avez ce qui apparaît donc a priori derrière moi, étant donné ce mode d'affichage, l'ensemble des licences de sciences politiques proposées en France, donc une quinzaine d'universités, et j'ai figuré à côté le nombre de places disponibles dans chacune de ces formations. Pour continuer, vous avez donc, comme il a été évoqué, des licences de sciences politiques, mais également des doubles licences. 4 universités qui proposent des doubles licences, donc ça va être des licences sciences politiques et histoire, sciences politiques et droit, sciences politiques et économie, etc., qui sont souvent des diplômes très sélectifs, mais qui contribuent aussi à l'offre universitaire de sciences politiques. Alors, brièvement, quelles sont les principales différences entre les Sciences Po, les IEP et la science politique à l'université? Ça a déjà été dit en partie. Un premier élément, c'est finalement d'ailleurs assez étonnamment, mais c'est ce que j'ai découvert en circulant en fait entre les Sciences Po, entre Sciences Po Paris et l'université. Finalement, c'est pas le niveau des étudiants et des étudiantes qui est sensiblement similaire. Et on est nombreux à porter le même diagnostic. Il n'y a pas réellement de différence de niveau dans les étudiants et les étudiantes. Une différence de moyens. Il est certain que les IEP, les Sciences Po ont plus de moyens, ce qui facilite, permet pas mal de choses. Et l'autre différence qui a été évoquée, c'est finalement à l'université, on fait plus de sciences politiques que dans les Sciences Po. Évidemment, on fait plus d'autres choses dans les Sciences Po, par exemple de l'économie, du droit. Donc, en tout cas, voilà, plus de sciences politiques en tant que discipline à l'université que dans les Sciences Po, en tout cas pour aller vite. Alors, brièvement, toujours, qu'est-ce qu'on fait quand on suit une formation, une licence de sciences politiques à l'université? On fait deux choses. Pour aller toujours brièvement, on fait de la science politique et des sciences politiques. Alors, par la science politique, j'entends une discipline scientifique, une discipline académique, discipline scientifique qui s'est formée autour de 4 spécialités, qui se compose de 4 branches, 4 spécialités. Ces spécialités, ce sont les relations internationales, la sociologie politique, l'analyse des politiques publiques et la théorie politique. Et donc, dans une licence de sciences politiques, notamment à l'université de Rouen, vous allez suivre chaque année des enseignements en CM et en TD relevant de chacune de ces spécialités avec une logique d'approfondissement et de spécialisation au fur et à mesure des années. Donc, dans une licence de sciences politiques, on fait de la science politique, des relations internationales, de la sociologie politique, de l'analyse de politique publique et de la théorie politique, et on fait également des sciences politiques. Par là, on veut dire qu'on propose en fait une culture pluridisciplinaire qui nous semble nécessaire à l'exercice des métiers de la vie publique au sens large, c'est-à-dire vous disposez également d'enseignements de droit, d'économie, de géographie, d'histoire, évidemment de langue vivante, de sociologie, de philosophie, etc. Vu que pour ma part je suis responsable de la licence de sciences politiques de Rouen, au sein de cette licence on insiste aussi beaucoup sur la formation par la pratique, c'est-à-dire sur la réalisation d'enquêtes par les étudiants et les étudiantes, on propose dès la L2, il y a un stage obligatoire d'une durée d'1 mois, il y a des simulations de négociations internationales dès la L3, de forte incitation de mobilité internationale. Donc voilà pour vous présenter brièvement ce que vous ferez si vous faites une licence de sciences politiques. Évidemment, je suis ouvert à toutes les questions sur ce point. Maintenant qu'on a vu le contenu, je voulais voir rapidement avec vous le mode d'admission, comment on accède à une licence de sciences politiques. Tout d'abord, donc, ce sont des diplômes qui sont portés par des universités publiques, ce qui veut dire qu'ils sont gratuits ou quasi gratuits. Je crois que c'est à peu près 180 € de frais d'inscription par an. Et d'ailleurs, c'est le même cas pour la classe préparatoire qui a été présentée par Marion Charpenel en début de cette séance, donc cette classe préparatoire rattachée aussi à l'université de Rouen. Dans les deux cas, ce sont des institutions publiques qui proposent un enseignement gratuit. L'admission dans une licence de sciences politiques se fait par Parcoursup. C'est donc admission par Parcoursup, sans entretien, sans concours. Ce qu'il faut savoir, ça a été dit, c'est que les diplômes, les formations de sciences politiques à l'université sont des formations très recherchées. Donc il y a beaucoup de candidats et beaucoup de candidates pour un nombre de places limité.
Je vous donne l'exemple de l'Université de Rouen. On a 120 places, 2400 candidats en 2022, ce qui fait que tous ceux et toutes celles qui veulent faire de la science politique à l'université ne peuvent pas. Dans le jeu des multi-candidatures, on a à peu près 30% d'admission dans ces licences de sciences politiques. Donc on peut le déplorer, mais ce sont des formations donc, dites sous tension et donc concrètement sélectives. Ce qui a aussi un certain nombre d'effets, c'est qu'on a plutôt des bonnes promotions, des bons étudiants et des bonnes étudiantes, et que ce sont donc des diplômes, des formations qui disposent d'une très bonne réputation. Or, sur les critères d'admission sur Parcoursup, ils peuvent varier d'une université à une autre. Et d'ailleurs, ces critères sont toujours explicités sur le site de Parcoursup. Pour notre part, à l'Université de Rouen, on prend l'ensemble des notes de première et des 2 premiers trimestres de terminale. Et c'est en fonction des notes que les candidats et candidates seront admis ou non. Pour les débouchés, c'était largement dit, c'était largement évoqué, et j'aurais pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que quand on entame une licence de sciences politiques à l'université, il faut se dire qu'on part pour 5 ans, donc c'est pas seulement 3 ans, c'est 5 ans, et à l'issue d'une licence, on rejoint ou un master à l'université ou dans un IEP. Voilà, on a évoqué les grandes familles de métiers ensemble. Je pourrais vous donner quelques intitulés de master proposés d'ailleurs dans des universités ou des IEP pour vous faire une idée un peu plus précise. Je pense par exemple à des masters métiers du politique, métiers de l'Europe, administration territoriale, développement durable, politique d'égalité, ingénierie de la participation, démocratisation des pays du Sud, sécurité, communication politique, etc., humanitaire, etc. Voilà, c'était pour vous donner une petite idée du type de master auquel vous pouvez prétendre à l'issue d'une licence de sciences politiques. Je vous remercie de votre attention. Merci Sylvain. I saw a question about the recorded session. We will post it on our social networks in the next few days. So if you have any question, don't hesitate to contact the speakers by email, and I'll add mine in comment as well. And now it's time for Manon. Merci de participer à ce webinaire. Donc Manon qui est étudiante en Master 1 à Sciences Po Paris et qui a un parcours qui l'a amené à aller à l'étranger notamment et à revenir à Paris, et donc il va vous en dire plus long. Oui, Manon, tu peux y aller. Oui, très bien. Merci. Alors, du coup, voilà. Donc, moi, c'est Manon. Je suis en master en première année d'affaires européennes. Je fais aussi ma spécialité en Europe and the World. Donc, en fait, ça me permet d'être aux 2 écoles en master à Sciences Po, donc l'école d'affaires publiques et l'école d'affaires internationales, ce qui est plutôt bien parce que ça me permet de personnaliser un maximum mon programme et mon plan de cours, donc d'avoir des cours à la fois en français et en anglais, et je reviendrai un peu sur ça plus tard. Donc avant ça, comme dit auparavant, j'ai fait mon bachelor en European Studies à Maastricht aux Pays-Bas, et avant ça encore, j'étais au lycée à Nancy et j'ai fait un bac scientifique avec l'option internationale britannique. Donc j'ai toujours un peu cet aspect international un maximum. Enfin, mon ouverture, elle était assez là. Donc, moi, je suis plus l'exemple de quelqu'un qui a réussi à rentrer en master et pas en licence. Donc voilà. Alors, moi, ce dont j'aimerais bien vous parler maintenant, c'est un peu la différence entre l'étranger et la France, en tout cas les Pays-Bas et la France, parce que, en tout cas de mon expérience, c'est vraiment des systèmes très opposés dans ce qu'ils cherchent à enseigner et la manière dont l'information, on va dire, est transmise et enseignée. Donc, pour vous donner un exemple, donc, quand j'étais à Maastricht, c'était un système beaucoup plus basé sur l'autonomie de l'étudiant et on va dire peut-être même la confiance en l'étudiant. Donc, on avait à peu près 8 à 10 heures de cours par semaine, donc ça peut être très peu. On avait des cours beaucoup plus interactifs. On va dire que le professeur était plus en arrière-plan. Il faisait attention qu'on touchait un peu à tous les sujets sur lesquels il fallait qu'on discute et qu'on ne loupait pas d'informations importantes.
Et voilà, on était beaucoup plus dans l'approfondissement, dans des lectures qu'on lisait, dans la réflexion peut-être, dans l'échange. C'était un apprentissage beaucoup plus actif et beaucoup plus autonome et beaucoup plus axé sur la recherche et la parole. Alors que si on prend la France de notre côté, donc déjà 2 fois plus de cours, c'est entre 16 et 20 heures en fonction de vos options. C'est un système qui est beaucoup plus basé sur la synthèse, la mémoire et la performance aussi plutôt régulière. Donc c'est un peu plus, je dirais, endurant dans ce sens-là. C'est aussi des études où on a 7 à 8 cours par semaine sur un semestre. Donc c'est aussi quelque chose qui demande beaucoup plus d'organisation et de capacité à prioriser un petit peu. Donc voilà, on a vraiment 2 systèmes qui sont assez différents et qui nous enseignent des compétences différentes et qui en demandent aussi des compétences différentes, mais qui sont tous les deux, voilà, qui ont tous les deux leurs points faibles et leurs points forts. Donc voilà. Si ça peut vous aider aussi un peu dans votre réflexion sur ce que vous allez apprendre en venant dans un système français, voilà, vous pouvez un peu voir ça. Donc, ça, c'est pour les différences de système. Maintenant, pour parler plus de Sciences Po en soi, les points positifs et les points négatifs de ce que j'ai vu, parce que je pense que c'est important de voir un peu les 2 côtés. Donc déjà, les points positifs, c'est vraiment, et ça a été présenté ça a été dit dans la présentation de M. Fabien Welt, mais vraiment cet aspect très international. Il y a une forte diversité et elle se ressent sur le campus et c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment converser avec plein de gens, on peut vraiment créer des relations avec des personnes dans plein de domaines différents, on peut être en cours avec des personnes qui ont des spécialités aussi très différentes des nôtres. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et il y a aussi énormément d'opportunités en général avec les étudiants que vous allez rencontrer, les professeurs que vous allez avoir, tout le staff même en général, plein d'opportunités pour développer votre projet professionnel. Et pour moi, ça, c'est vraiment le plus gros point fort en tout cas, Sciences Po, des étudiants en sciences politiques en France ou de Sciences Po Paris. C'est vraiment, vous avez énormément de possibilités, d'opportunités pour personnaliser votre parcours. Donc, en tout cas, au niveau master, ce qu'on a, c'est des alternances possibles, des semestres dédiés à des stages ou des césures, non pas des césures, des échanges. On a la possibilité de faire des années de césure, que ce soit au collège universitaire d'ailleurs ou en master. Donc vraiment, il y a plein de possibilités, il y a plein d'activités qui sont organisées par le pôle carrière. Donc voilà, il y a vraiment un maximum de choses et c'est vraiment voilà, tout doucement, en rentrant dans l'école et en commençant à s'adapter aussi, on les voit ces opportunités-là et c'est vraiment génial parce que ça nous permet de tout doucement d'être accompagné aussi un peu, on va dire, dans son projet, quoi. Donc voilà, ça c'est point positif. Le point négatif, on va dire, principal, c'est le fonctionnement, on va dire, un peu des cours, je dirais, dans le sens où, déjà, pour choisir ces cours, je pense que c'est quelque chose de très important à souligner, c'est que c'est basé sur du premier arrivé, premier servi. Donc, vous pouvez, si vous parlez français, si vous avez un bon niveau de français B2 ou C1, c'est possible que vous vous retrouviez avec des cours en français des fois. Voilà, il y a toujours des fois des possibilités de changer, mais important de savoir que parfois, il y a pas mal de flexibilité, mais parfois, il en manque un peu. On n'a pas tout le temps cette aide méthodologique qu'on aimerait bien avoir. C'est vrai que sur ce point-là, des fois, il faut un peu savoir se débrouiller et chercher la méthodologie soi-même, ou alors la demander. Donc voilà, il y a un peu ces 2 aspects-là qui rentrent en compte. Donc, je vais finir là-dessus. En conclusion, les conseils que moi je peux vous donner, c'est vraiment de chercher un maximum de bénéficier de l'aspect international des formations en sciences politiques
Vraiment, c'est là où vous allez rencontrer des personnes incroyables. C'est ce qui va vous aider à vraiment comprendre ce que vous voulez faire peut-être, ou à vous faire questionner plein de choses, à apprendre un maximum. Donc, pour moi, vraiment, prenez avantage de ça. Et ne sous-estimez pas aussi l'importance de l'adaptation, surtout si vous cherchez à rentrer à Paris. Moi, je pense que c'est très important de le souligner. Voilà, faut être assez indulgent avec soi-même au début. Ça peut être un petit peu déboussolant si vous n'êtes pas habitué au système français, mais voilà, il faut pas. On est là, il faut pas se perdre, il faut pas perdre de vue pourquoi on est venu, et voilà. Il faut savoir s'adapter et s'organiser. Et voilà. Moi, je dirais que c'est un peu tout ça. Maintenant, si vous avez des questions plus précises ou sur même mon parcours ou quoi, je peux laisser mes coordonnées dans le chat. Et puis, je serais ravie de vous aider, de vous donner plus de conseils ou d'informations. Merci Manon. Et donc oui, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas en arrivant à poser toutes les questions, à demander de l'aide. Et puis, merci encore pour cette présentation, Manon. So we end this webinar with Michel, who joined us. So Michel is a Dutch alumni of Sciences Po Paris. So he will give you his feelings about his time in Paris, for example, and his Dutch perspective about this formation. And Michel, it's for you now. Merci Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, moi, je m'appelle Michiel Bartels. Je suis diplômé de Sciences Po Paris. J'ai fait un master en sécurité internationale entre 2020 et 2022, ou International Security en anglais. C'est un master au sein de la PSIA, donc c'est l'école des affaires internationales qu'a déjà évoqué Manon. Et PSIA, c'est la plus internationalisée des écoles de Sciences Po Paris. Donc, c'est un peu différent que les autres écoles, surtout en termes de style d'enseignement et les modalités pour y accéder. Donc, je ne peux pas parler pour les autres écoles, mais surtout pour PSIA. Les masters à PSIA sont majoritairement en anglais et la plupart des étudiants viennent de l'étranger aussi. Donc moi, de base, je suis néerlandais et c'est au Pays-Bas que j'ai fait ma licence en histoire et sciences politiques à l'université d'Utrecht. Je suis rentré à Sciences Po par la voie internationale, c'est-à-dire j'ai dû écrire une lettre de motivation, j'ai dû obtenir plusieurs recommandations académiques et professionnelles, j'ai dû remplir des formulaires de motivation, mais je n'ai pas passé de concours ou passé d'entretien et tout ça. Donc, je pense que mes expériences pourraient peut-être être le plus intéressant pour ceux qui n'ont aucun lien antérieur avec le système scolaire français ou qui ont fait leur licence en dehors de la France. Du coup, mon master International Security était surtout axé sur les thèmes liés à la sécurité dans le domaine des relations internationales. Donc, selon sa préférence, on peut se concentrer sur la géopolitique, le cyber, les études militaires, les services de renseignement. En vrai, l'offre de cours est vraiment immense. Et en plus de ces cours de master, on choisit une concentration régionale et des cours de langue. Donc, moi, j'ai choisi études russes et des cours de russe aussi. Pour moi, la principale raison de faire ce master en France, c'était vraiment la diversité de l'offre de cours. Comme je l'ai dit, l'offre de cours est vraiment immense et comme l'a évoqué déjà Manon, il y a beaucoup de possibilités de personnalisation de son curriculum. Donc moi, j'ai toujours pu choisir des cours hyper actuels. Il y a une offre qui s'évolue tout le temps. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment très bien aimé à Sciences Po. À PSIA, il y a aussi beaucoup d'enseignants qui ont une très bonne réputation, des gens qui ont des très bonnes formations académiques, mais aussi beaucoup d'expérience en pratique. Donc, par exemple, dans la diplomatie internationale, les organisations internationales, le journalisme, les armées, ou bien dans la recherche.
En tout cas, ce sont des gens qui sont des vraies autorités dans leur champ de travail. Et pour moi, franchement, aller en France, c'était une raison, une motivation secondaire. Je trouvais ça plus intéressant culturellement qu'étudier dans un pays anglo-saxon, mais je n'avais jamais rêvé d'étudier en France. Donc, c'est surtout le master et l'école qui m'a motivé, et le pays qui m'a surpris et que j'ai fini par vraiment adorer, et la langue aussi. Le master non plus, il m'a pas déçu. Surtout les professeurs étaient excellents. Je pense que c'est ça la chose qui m'a impressionné le plus, c'est que les professeurs sont tous des vrais experts, des personnes qu'on a envie d'écouter, dont on peut apprendre beaucoup. Les cours aussi sont d'une très haute qualité. Je pense que je n'ai pas suivi un seul mauvais cours. Et comme l'a évoqué Manon, il y a beaucoup d'événements organisés par le service carrière qui nous permettent de rencontrer des gens hyper intéressants. Il y a beaucoup de conférences, d'événements. Donc, ouais, c'est vraiment une école où j'avais l'impression d'être au centre du monde, où il y a des étudiants qui viennent de partout dans le monde, des personnes importantes de partout dans le monde qui viennent visiter l'école pour parler avec les étudiants. Donc, oui, ça c'est quelque chose qui m'a plu beaucoup. Malgré tout ça, je pense qu'étudier à PSIA, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certains points négatifs ou au moins certaines choses qu'il faut savoir d'avance. Je ne peux pas parler que pour PSIA et pas pour les autres écoles. D'abord, c'est une école qui, à mon avis, a pour but de former les étudiants en tant que professionnels. Et ça a peut-être du sens pour une grande école, mais vu de l'étranger, ce n'est pas toujours évident. On ne sait pas vraiment d'avance ce que c'est la différence entre une grande école et une université. Donc, si on cherche vraiment l'approfondissement académique, on peut le trouver, mais ce n'est pas forcément l'esprit de l'école et la mentalité de la plupart des étudiants. En plus, je pense que c'est vraiment un environnement à haute pression. Donc, on fait beaucoup de cours en même temps, beaucoup plus qu'aux Pays-Bas, ce qui fait qu'il n'y a pas autant de temps pour le développement personnel ou vraiment visiter tous ces événements qui sont organisés au sein de l'école parce qu'on a trop de choses à faire tout le temps. Donc, ça, c'est peut-être les points, ça, ce sont les points négatifs que je voudrais souligner. Mais à part de ça, je pense que, ouais, comme je l'ai dit, la qualité des cours et des professeurs est vraiment excellente. Et si on sait dès le début ce qu'on voudrait faire après ces études, c'est vraiment un endroit idéal pour construire son réseau, pour rencontrer des gens et pour suivre des cours très, très spécialisés et appliqués à la pratique, en fait. Donc oui, ça c'est tout ce que je voulais dire sur la formation. Et pour moi personnellement, ça fait 6 mois que je suis diplômé et je suis rentré aux Pays-Bas entre-temps. Et pour l'instant, je compte travailler ici. Je viens de trouver un job au sein du centre antiterroriste des Pays-Bas en tant qu'analyste. Mais dans le futur, je compte vraiment soit retourner à Paris, soit travailler sur le niveau européen. Et je pense que pour trouver un job dans ces secteurs-là, le réseau de Sciences Po est vraiment très, très utile. Alors, j'espère que je vous ai donné un peu en image ce que c'est d'être étudiant étranger à PSIA. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des autres questions. Merci pour votre attention. Merci Michel. Justement, je vais rebondir sur tes derniers propos. On va aller très vite parce que là, on a déjà un peu débordé, mais si tu peux réexpliquer rapidement ce que c'est PSIA. Oui, donc c'est l'école des affaires internationales. Paris School of International Affairs en anglais. D'accord. Alors, on va peut-être prendre une ou deux questions très rapidement. Je vois qu'il y a déjà pas mal de réponses qui ont été apportées en commentaire aussi. Est-ce qu'il y a une question qui n'avait pas encore obtenu de réponse?
Il me semble que c'était, oui, une question de Lucie. Peut-être qu'elle a été répondue, mais je ne crois pas avoir vu de réponse. C'était via Parcoursup. Est-ce un vœu pour chaque université ou un vœu pour sciences politiques à l'université avec des sous-vœux pour les villes? Alors, je viens d'y répondre sur le chat, c'est un vœu par université. Donc, si vous candidatez à l'université, par exemple, il y a un vœu pour Paris 1, un vœu pour l'université de Rouen, etc., etc. Voilà. D'accord, très bien. Et merci pour votre réponse. Pour toute autre question, je vous invite donc à envoyer des mails aux adresses qui ont été communiquées, soit dans les PowerPoint, soit en commentaire, y compris à mon adresse, si je peux transférer euh, des questions vers les personnes qui sont concernées, je le ferai avec plaisir. Sur ce, je vous remercie tous pour votre présence à ce webinaire. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Et au revoir. Merci, bonne soirée. participer.